Ensemble, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays. Parce que nous sommes l'un des rares peuples à avoir combattu armes à la main pour notre indépendance. Parce que nous aimons souvent dénigrer notre pays, nos hommes politiques, nos icônes, nous n'accordons cette prérogative à aucune autre entité que nous. Parce que notre armée a défendu le territoire national contre l'envahisseur. Parce que nous ne laisserons pas notre pays sombrer dans l'obscurantisme fanatique. Parce que nous sommes Camerounais et fiers de l'être, reconnus comme un peuple doté de patriotisme. Parce que nous avons pris l'engagement, comme nos ancêtres, de défendre notre pays. Parce qu'en préservant la paix et la stabilité, des réalisations ont été faites et beaucoup sont en cours. Construction des infrastructures, amélioration de l'éducation, les emplois créés. Nous ne laisserons pas notre pays sombrer dans le chaos et ainsi perdre ses acquis parce que notre unité est notre seule arme contre toute forme d'oppression. Nous ne céderons même pas un centime de notre territoire à qui que ce soit. Le Cameroun est le nôtre et notre seul bien. Je suis corporal, sergent, adjudant, lieutenant, capitaine, commandant, colonel, général, commerçant, fonctionnaire, cultivateur, artiste, chômeur, facebooker, danseur, benskiller, taximan, dormeur. Jusqu'à la dernière goutte de notre sang, nous défendrons notre territoire. Un seul Cameroun, une seule nation, un même destin, tous pour un et un pour tous. Le Cameroun est formidable et à chaque goutte de sang de mon père militaire versé sur le champ de bataille, ma détermination grandit, ma soif s'accélère et mon amour pour ma patrie explose. Je suis Kolofata, je suis le Bir, je suis l'armée des terres, de l'air et les marins. Que dis-je? Je suis simplement mon pays. Vive le Cameroun, le siège des anges et la terre des intègres. Courage à nos valeureux protecteurs. Ensemble, nous vaincrons le terrorisme. Soyons unis derrière notre armée. Une et indivisible. Je suis Cameroun, tu es Cameroun. Ensemble, nous vaincrons la patrie ou la mort. Nous sommes et resterons le Cameroun. Ensemble, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays. Mesdames, Messieurs, le salut est à vous. Bienvenue sur Invité Spécial. Invité Spécial accueille aujourd'hui un homme, un acteur de la scène politique qu'on ne saurait plus présenter. Il est parfois connu pour ses positions acerbes, parfois dures, contre le régime en place et parfois incompris à un moment donné au sein de son parti d'alors. Vous l'avez entendu, c'est un homme politique. Lui, nous l'accueillons en ce jour, il est conseiller municipal dans un arrondissement de la ville, pour ne pas le citer, Douala 5e. Salut à vous, M. Eli Biloubet. Merci beaucoup, M. Biga, de m'exprimer sur vos plateaux. J'ose croire que vos nombreux auditeurs qui sont déjà dans votre patrimoine maintenant et qui seront davantage plus nombreux vont être des espèces de relais dans tout le pays de ce que je peux avoir à dire à l'occasion de cette émission. Vous avez dit invité spécial. Bien sûr. Merci donc d'être votre invité spécial. Le temps est lancé, le temps est ici donné. Avec lui également, personnel, qu'est-ce qu'Eli Biloubet fait pour la politique? Quel est son rôle qu'il a au sein de la commune d'arrondissement de la 5e? Ses aspirations politiques de l'heure, puisqu'il n'est plus social-démocratique fond. Nous aurons longtemps de le découvrir pendant ces 52 minutes. Mais tout d'abord, prenons une légère ponctuation pour parler du portrait de l'homme. Suivons plutôt. Bienvenue sur Invité Spécial. Aujourd'hui, nous recevons un homme politique, Eli Biloubet. Qui est Eli Biloubet? C'est un homme politique qui a fait ses preuves dans le célèbre parti d'opposition, le FDF. En 2016, il démissionne de ce parti tout en dénonçant les manigances de ce parti qu'il a tant servi depuis plusieurs années. Conseiller municipal de Douala 5e, Eli Biloubet dénonce la réélection de Jean-Michel Ninthieu
au poste de président du bureau régional du Social Democratic Front. Dans ses propos, il affirme que le président fondateur, John Fundi, est un homme corrompu. Corrompu de par ses prises de position, corrompu de par son opposition vis-à-vis du chef de l'État. Depuis une décennie déjà. Accusé de trahison, Elimbi Lobé reste un homme mystérieux car après sa démission du Social Democratic Front, il reste un peu à l'écart des débats politiques. Mais ce qui ne fait pas de lui un homme apolitique. Homme des débats, il donne son point de vue qui est parfois critiqué par les politiciens et les hommes de la rue. En quelques mots, nous avons fait la biographie de cet homme politique qui a marqué, d'une part ou d'une autre, l'opposition camerounaise. Bienvenue, Elimbi Lobé, sur cette émission Invité spécial. Nous espérons que vous allez dire la vérité, rien que la vérité et seulement la vérité à nos téléspectateurs. Soyez sans crainte, ma chère Michel Sellet, de dire la vérité et toute la vérité. Bienvenue, monsieur Elimbi Lobé. Ce portrait retrace-t-il fidèlement, parce qu'on a essayé un peu de brosser sommairement, ce qu'est l'homme uniquement sur le plan politique. Aurions-nous le temps, le loisir, de pouvoir aborder d'autres pans de votre vie? Pourquoi pas? Est-ce que le portrait retrace assez fidèlement ce qu'est l'homme? Il est très fidèle, mais très sommaire. Il y a quelques petits événements qui sont très actuels. Mais je suis en politique, je pourrais dire depuis 1975, j'avais à peine 13 ans. Lorsque mon père est arrêté, sous le régime du président Ahidjo, qui avait interdit la pratique de la religion des témoins de Jéhovah. Et à partir de ce moment, je sais que c'est injuste. Je sais que mon père et tous ceux qui sont dans cette obédience religieuse sont en train de souffrir d'une atteinte à la liberté de croyance. Et je dirais même de pensée. Donc à partir de ce moment, je suis au cours moyen de mon père, on me sépare de mon père est emprisonné en Bopi. Il y avait là ce qu'on appelait la brigade mixte mobile, BMM, qui était très réputée comme une unité de tortionnaires. Et tous les jours, quand je rentrais de l'école, je devrais franchir la petite broussaille qui était derrière cet organe-là. Il y avait là à l'époque une petite gare de chemin de fer qu'on appelait Bassa Atelier. Il n'y avait pas le tunnel comme maintenant. C'était un passage à niveau. Il y avait une petite gare là. Et derrière cette gare, il y avait une broussaille par où je passais pour me mettre à peu près derrière la cellule. Et j'agitais les herbes et il entendait donc ça de sa cellule. Il y avait des petits trous d'aération. Puis à partir de ces trous d'aération, il me montrait le pain qu'il m'a gardé. Pour que, un peu comme pour dire que nous sommes toujours en relation. Voilà. C'est des images extraordinaires pour un enfant de 13 ans, parce que je crois qu'à ce moment j'avais 13 ans, oui. Et j'ai commencé à prendre conscience de ce que peut être l'injustice et des ravages que l'injustice peut créer. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans une crise à l'échelle nationale qui est due à l'injustice que nous avons pratiquée à l'endroit d'une autre partie de notre peuple. Et vous voyez donc que je me bats depuis ces temps-là, autant faire ce peu pour que l'action qui s'exerce sur les autres soit toujours une action juste. Je ne suis plus témoin de Jéhovah parce que moi j'ai choisi de faire la politique. Les témoins de Jéhovah ne font pas la politique. Mais sans être témoin de Jéhovah, je continue à être très attaché aux enseignements bibliques. Et l'un de ces enseignements que je ne cesse de répéter aux uns et aux autres, c'est ce que le roi Salomon, qui était donc un homme politique, parce qu'un roi est un homme politique. Le roi Salomon, qu'il ait existé ou qu'il n'ait pas existé, c'est un personnage de la mythologie judéo-chrétienne, donc du monde des Juifs, etc., du monde palestinien, de l'époque dans la haute antiquité. Le roi Salomon dit dans Proverbes chapitre 14, verset 34, j'ose croire que je vais me retrouver très vite.
il dit quelque chose d'essentiel, qu'il est important que nous ayons toujours présent à l'esprit, nous qui voulons faire la politique, ou qui la faisons déjà. Le roi Salomon dit, la justice est ce qui élève une nation. Élever dans le sens de la mener vers le sublime, le beau, le meilleur. La justice est ce qui élève une nation. Mais le péché est quelque chose de honteux pour les communautés nationales. N'est-ce pas une réponse à ceux qui pensent que Elie Mbilobé est anticlérical aujourd'hui? Je suis effectivement anticlérical. Mais à citer les textes bibliques, écoutez, la sagesse est partout. La sagesse, vous savez que les bandits même ont la sagesse. Les grands bandits, quand vous les voyez opérer, vous êtes bien obligé d'admirer un tant soit peu leur puissance d'esprit. Sauf qu'ils ont fait le choix d'utiliser la force pour ne pas faire avancer les causes justes. C'est pourquoi on ne tire pas les sagesses des agissements des bandits. Mais la sagesse est à l'église. La sagesse est dans les partis politiques. La sagesse est dans la société civile. La sagesse est dans le monde scientifique. C'est la conjugaison de tout ça et la prise en compte de toutes ces sagesses qui nous donne un monde à peu près bien à vivre. Et lorsqu'on occulte une partie de ces sagesses-là, on perd quelque chose. C'est pour ça que je n'hésite pas à recourir aux livres sacrés, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que j'évoque de temps en temps aussi, que ce soit d'autres livres, par exemple, les grandes sagesses du maître à penser de la civilisation bouddhiste chez les Chinois, Confucius, qui est une personnalité de l'histoire humaine qui a beaucoup pensé les sociétés. Donc, toutes ces sagesses, on peut les utiliser d'où qu'elles se trouvent. Là, je viens de vous prendre une sagesse dans la Bible. J'en prendrai très fréquemment parce que nous sommes dans un pays à un peu plus de 50% chrétiens, quand bien même il y a d'autres confessions. Donc, je suis anticlérical, oui, dans la mesure où je n'appartiens à personne, mais je ne refuse pas les... D'où vient votre divorce véritable avec ce mouvement judéo-chrétien que vous avez? Les témoins de Jéhovah. J'ai divorcé sous la forme. Vous avez été moulé à cette... Oui, oui, puisque mon père est témoin de Jéhovah. Mon père fait partie des tout premiers témoins de Jéhovah du Cameroun. Il est témoin de Jéhovah depuis 1948. Vous voyez, c'est très ancien. Et il faisait partie de ceux qui ont organisé la résistance face à la menace de disparition de ce groupement. Parce que lorsque le président Ahidjo a interdit ça dans les années 72, la communauté des témoins de Jéhovah est menacée de disparition. Donc, ils n'ont plus de lieu de culte, ils sont obligés de vivre dans la clandestinité et de s'alimenter avec leurs ouvrages, vous savez qu'ils produisent beaucoup d'ouvrages. Alors, mon père était de ceux qui ont organisé les filières d'approvisionnement pour que tous ses frères et sœurs en Christ, etc., ne manquent pas d'ouvrage. Donc, nous avons appris la résistance dans ces conditions-là, moi-même et tous les autres, sauf que les autres, eux, ils sont restés témoins de Jéhovah. Moi, j'ai choisi de lutter pour un ordre politique humain. Eux, ils pensent à un ordre politique divin. Ils pensent au royaume de Dieu. Ils pensent à tout ça. Bon, moi, je pense que tout ça, c'est un peu mythologique. Je crois que la vie de l'homme est faite pour être vécue sur terre. Et voilà. Ce qui marque votre démarcation totale. Oui, dans la forme. Dans le fond, vous le mais dans l'esprit, je reste attaché à un certain nombre d'enseignements qui ne visent qu'à faire de l'homme un homme meilleur. Ok, à 55 ans aujourd'hui, vous avez un parcours assez atypique, qu'il soit scolaire ou académique. Parce que très tôt, au secondaire, vous êtes membre de plusieurs associations, vous faites même d'ailleurs de la musique aussi. Vous êtes au club du CS de Bonandoubé. Oui, que j'ai créé. C'est nous qui avons créé le premier club en 1975. Quand on entre avec on a passé le concours d'entrée en 6e. Il y avait quelqu'un que tout le monde connaît aussi, mais qui n'est plus tout à fait dans la politique. C'est le patron du grand groupe de presse, Equinox, qui est notre... nous étions déjà voisins au quartier. Voilà, c'est vrai que nous étions déjà voisins au quartier. Nous avons fait nos classes ensemble. On est entré en 75 par concours au lycée, au CS de Bonandoubé. Il y avait d'autres, Mambingo Ekwe, Elinga, Noël, et bien d'autres. Nous avons Mbappé Dimon, nous avons, qui était notre batteur. On n'avait pas de batterie, mais c'était notre batteur. Il jouait sur ses membres, etc. Nous avons créé le premier
club, le premier orchestre scolaire de musique du Suez de Bonadoumbé. Notre directeur qui nous a beaucoup soutenu, qui nous a formés, s'appelle Lombard Richard. Paix à son âme. Il n'est plus. Nous gardons de lui le souvenir d'un grand fonctionnaire. Parce que quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui et je regarde les hommes comme Lombard Richard, je suis obligé de dire qu'il y a eu une génération de fonctionnaires dévoués pour la cause de l'État. Votre parcours aussi également, sur le plan académique, universitaire plus précisément, n'a pas été un long feu tranquille. Non, pas du tout. Déjà en 88, vous essuyez un gros emprisonnement de 7 mois. Que s'est-il vraiment passé? On voit déjà un Elimbi Lobé très actif. Je suis déjà un leader étudiant depuis le 16 de Bonadoumbé, où je suis dans la première coopérative. Le gouvernement venait de mettre ce programme en œuvre pour apprendre aux enfants à s'occuper de l'intérêt général. C'est ça l'esprit des coopératives. Et donc, je suis secrétaire général parce que notre président s'appelait Gerba. Je l'ai perdu de vue. Je le cherche d'ailleurs s'il peut être à l'écoute de cette information, qu'il œuvre pour que nous puissions nous voir. Et après le CES de Bonadoumbé, je suis admis au lycée de Newbel. Madame Belle Thérèse est alors proviseur du lycée de Newbel à ce moment. Elle va terminer sa carrière comme secrétaire général, je crois, de l'université de Douala. Elle est philosophe de formation et elle va beaucoup marquer ma carrière estudiantine au lycée de Newbel, où je deviens président de la coopérative en classe de première. Je suis en première quand je suis élu président de la coopérative de lycée. Bien scientifique. Voilà, oui, je suis scientifique. J'ai fait la première D, la terminale D, et puis après ça, c'était une expérience édifiante, hein, la coopérative, parce que Madame Belle laisse que les élèves s'occupent effectivement de la gestion culturelle du lycée. C'est dans ce contexte-là que j'achète les premiers instruments de musique du lycée de Newbel, que je reprends à un homme du showbiz qu'on appelait M. Mkoko Baro, qui était lui-même quelqu'un qui avait repris ses instruments de musique de Cambry Briand lorsque Cambry Briand s'en va faire sa carrière en France. Parce que Cambry Briand était très outillé quand il jouait dans un bar de la place qu'on appelait le Castel. C'est là-dedans qu'il va composer beaucoup de ses chansons, par exemple Ngea Logé, etc. Il est accompagné à ce moment d'un très grand guitariste de l'époque qu'on appelle, voilà comment j'oublie son nom. Bon, bref, c'est lui qui compose les principales notes de solo que vous entendez dans Ngea Logé et que Slim Pézin va reprendre en France. C'était donc une époque d'émulation culturelle que nous cherchons à remettre en place aujourd'hui. Bon, quand j'arrive à l'université de Yaoundé, je suis en deuxième année de physique. Je suis élu secrétaire général de l'amicale des étudiants de la faculté de sciences. Le président de cette amicale, que j'avais d'ailleurs contribué à faire élire parce que nous faisions bloc, s'appelait Kengwa Esaïe. Il était effectivement étudiant en deuxième année de mathématiques pures. Donc nous avons fait cette expérience-là et notre leadership était assez fort parce que c'était un peu tout le monde qui savait que nous sommes là. Et j'avais l'habitude d'aider un peu quand on veut payer les bourses, c'était toujours une grosse difficulté, ça se bouscule un peu partout. Donc on venait un peu mettre de l'ordre et parfois ça se passait bien, ce qui nous a donné une certaine notoriété. Malheureusement en 87, il y a des difficultés à payer les bourses, ça tarde. Or, la bourse, c'était quelque chose qui rythmait la vie en milieu universitaire d'une manière générale, mais en Guayaquil en particulier. Il y avait quand même 40 000 étudiants déjà. Et il y avait à peu près 22 000 qui étaient boursiers et une bonne dizaine de milliers à qui l'État donnait généreusement une aide. Donc, ça faisait beaucoup de milliards injecté dans le seul quartier de Guayaquil. C'est pour ça que vous avez vu que ce quartier s'est développé, les gens sont venus construire des logements, etc. Et l'État avait une bonne politique sociale qui consistait à réquisitionner les maisons privées, les logements privés, pour les mettre à la disposition des étudiants moyennant une subvention qui était de 50% du coût. Donc l'occupant, l'étudiant paye la moitié et l'autre moitié est payée par le gouvernement.
Ce sont ces bénéfices que nous avons reçus qui nous hantent. Quelqu'un comme moi, je vis dans le rêve de rendre ça aux générations d'aujourd'hui. D'œuvrer pour que les générations d'aujourd'hui connaissent ce que les générations d'avant nous ont préparé pour nous. Sinon, il n'y a pas progrès. Le progrès pour moi signifie que ce que mes parents m'ont donné, que je sois capable tout au moins de donner ça à mes enfants. Sinon, de leur donner plus. Si je n'y parviens pas, c'est qu'il y a échec. Donc notre société respire l'échec parce que ce que les parents ont pu nous donner, nous n'arrivons pas à donner ça aux enfants d'aujourd'hui. Je souffre beaucoup quand je vois que les étudiants ne sont plus aidés de façon substantielle par l'État. Je souffre de voir que l'État ne construit pas des résidences universitaires, que la prise en charge des étudiants, on croit que la multiplication des universités, qui est une bonne chose, pallie à ce que je suis à la nécessité d'une aide. C'est faux. Vous pouvez créer des universités dans chaque région, mais dans chaque région, vous avez, par exemple, dans le littoral, 34 localités érigées en commune. L'enfant qui part de Yabassi pour venir étudier le droit à Douala n'a pas forcément une famille d'accueil à Douala. Donc vous trouvez des enfants qui partent de Mélon pour venir étudier à Douala, qui ont besoin d'aide sociale, d'aide pour étudier, pour vivre quelque part, pour manger dans un restaurant universitaire à moindre frais. Tout ça a disparu et on veut remplacer tout ça par à peu près 75 milliards ou je ne sais pas combien de milliards qu'on va acheter des ordinateurs en Chine pour venir donner. Est-ce que c'est ce qui a motivé votre incarcération? Alors, il y a une grève, je parlais des difficultés à payer la bourse cette année-là. Il y a une grève, enfin pas une grève, parce qu'une grève c'est un mouvement de type syndical. Les gens s'entendent, ils ont un motif, ils le formulent et ils discutent. Quand il y a des blocages, on débraye, on fait la grève. Mais là, ce n'était pas le cas, il y a eu une émeute. Le mécontentement a couvé et à un moment donné, quelque part au niveau de l'ancien restaurant universitaire qu'on appelle Orly, il y a eu une déflagration, quelqu'un a fait un acte et boum, c'est parti comme ça. Je n'étais même pas à cet endroit-là ce jour-là, j'étais chez moi, c'était un samedi, je devrais être normalement en train de faire des travaux pratiques, oui, de mécanique. Et je n'étais pas allé faire ces travaux pratiques, là j'étais à la maison. Et puis j'entends le bruit, les gens qui courent un peu partout. Donc je sors aussi pour aller voir. Et il y a des risques, on était sur le point de mettre un peu le feu, briser, casser le restaurant universitaire. Comme on avait l'habitude de nous interposer pour amener un peu de l'ordre, naturellement j'ai été emporté par cet élan. Et on a donc estimé que j'étais le mineur. On a raison. Voilà, c'était à tort d'ailleurs. C'était à tort, puisque je n'avais rien mené du tout. C'est votre casquette qui vous a... Voilà, c'est ma casquette peut-être qui m'a rattrapé. Et la police arrive à un moment donné, le campus est envahi, donc les gens s'enfuient, nous on prend nos affaires, on revient à Douala. Et comme il se pourrait qu'il y avait des agents de renseignement qui auraient fait des... J'ai jamais vu ces images, hein. On le dit. Bon, ben, le gouvernement a estimé qu'il fallait m'arrêter. On est donc venu m'arrêter à Douala le 5 janvier 1988, donc quelques semaines après. On avait passé les congés de Noël, on a fait la fête ici. Et les renseignements, qui étaient des renseignements de très mauvaise qualité, parce qu'un renseignement doit porter sur la vérité. On est rentré dire, paraît-il, au gouvernement que nous avions organisé une fête à Douala pour célébrer la victoire, parce qu'on a organisé la grève. Tout ça n'avait rien. On a fait les fêtes de Noël comme c'est d'habitude pour les gens de cet âge-là. Et voilà, on est venu m'arrêter et on m'a ramené à Yaoundé au ministère de la Défense, dans les services de la sécurité militaire, alors commandé par le colonel Enama Issoumba. Et je crois qu'il y avait une commission qui avait été mise sur pied pour faire des enquêtes, des choses comme ça. Et l'un des personnages les plus en vue dans cette commission s'appelait le commissaire divisionnaire, c'était le commissaire divisionnaire Fouvondo Benjamin. Donc ce sont les deux là qui étaient en quelque sorte mes geôliers. Et j'ai été gardé là avec les anciens putschistes de 84, oui, qui étaient tous originaires du Nord, qui avaient été jugés et libérés. Et le chef des bureaux des enquêtes de l'époque, d'après ce qui m'a été conté,
est allé les faire arrêter de nouveau sous le prétexte que les enquêtes se poursuivaient. Il les a ramenés là et lui-même a pris sa retraite. Ils sont donc restés à la sécurité militaire au ministère de la Défense pendant 4 ans, sans jugement, sans procédure, sans rien. Encore une autre injustice. Quelques noms vous sont revenus? Quelques noms vous reviennent? Oui, par exemple, l'adjudant-chef Bédi, dont j'ai perdu les traces, et Soulé, qui était un petit motariste à la garde présidentielle, et bien d'autres. Il y avait d'ailleurs même un capitaine qui était proche de la famille d'Aïdjo là-dedans, etc. Et bon, mais à la fin, je me bats un peu, et avec les relations que mon père avait, on finit quand même par faire entendre raison aux autorités. J'ai dû faire une petite grève de la faim de 7 jours, à peu près, et ça a permis que, avec les relations de mon grand frère aussi, qui connaissait quelqu'un, parce qu'à ce moment, mon grand frère est médecin-chef AEC, et il avait la maison de fonction qui a été construite par quelqu'un qui était conseiller spécial à la présidence de la République, et qui permet de plaider un peu. Et finalement, le 5 août 1988, 7 mois après, on me libère. Et pour vous faire oublier, donc, vous allez vous réfugier au Sénégal? Je ne me fais pas oublier. Mon père était tout simplement que je suis en danger. Et avec les relations qu'il avait dans la police, parce qu'il se disait que nous étions interdits de sortir du territoire. Oui, mais vous lui donnez quand même des tournis. Mais non, je pense que mon père savait que le régime était comme ça. Ayant vécu lui-même ces injustices, il comprenait que ça peut arriver, ça peut se répéter à tout moment. Mon père avait été policier. Avant d'entrer à l'ENAM, il a été policier. Et il a eu, pour classe, comme les policiers, classe, ceux qui ont fait les mêmes choses avec vous, un grand policier qui est devenu patron de la police à l'époque, qui s'appelait M. Missomba. Et au moment où on me libère, là, c'est Missomba qui est le patron de la police. Donc Missomba me fait un laissez-passer. Et avec ce laissez-passer-là, je m'en vais donc en Côte d'Ivoire, où j'avais un grand frère médecin aussi, parce que nous sommes 4, 3 garçons, une fille. Et des 3 garçons, je suis le dernier. Les 2 autres sont mes aînés et ils sont tous les 2 médecins. Alors, un était installé à ce moment en Côte d'Ivoire, le deuxième. Et c'est donc lui qui œuvre pour que je vienne là-bas. Malheureusement, les choses n'avaient pas été tout à fait bien préparées. Quand j'arrive, mes dossiers scolaires n'ont pas suivi. Donc j'ai fait une année blanche. Après cette année blanche-là, j'ai envoyé des dossiers un peu partout. Et je suis revenu au Cameroun par voie terrestre, en passant par le Nigeria et Calabar. J'entre au Cameroun, avec Kodotiti, des choses comme ça. Et puis, voilà. Et j'essaie de constituer mon dossier scolaire. Je vais à Yaoundé, je prends mes papiers, etc. Je repasse. Voici. Par avion, j'arrive à Abidjan et j'envoie mes dossiers un peu partout, au Bénin, au Burkina, au Sénégal. Et c'est l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui me répond la première et est prête à m'accueillir. Donc mon père décide que je parte là-bas. Entre-temps, il m'avait donné de réserves financières importantes pour un enfant de cet âge-là. Et Benjamin de Secours. Voilà, il m'avait un enfant gâté. Voilà, il m'avait quand même donné 4 millions de francs. Et avec cet argent, je pouvais partir n'importe où. Donc je suis... Et c'est comme ça que j'ai repris mes études universitaires au Sénégal. Et je n'avais pas de bourse. Mais quand même, l'État du Cameroun m'a donné les aides chaque année. Super. Voilà. Je suis un enfant de l'État. L'État m'a éduqué depuis le jardin d'enfants à la régie FECAM, à l'école principale de la cité 6 garçons, où j'ai rencontré des grands frères comme Hervé Com, qui est nous sommes sortis de la même école. Nous avons eu le même directeur, Moni Ribert Wilson. Et donc, c'est mon école, c'est mon quartier. Après, je suis allé au CES de Bonadoumbe. Donc, j'ai fait l'enseignement privé. C'est pourquoi je défends l'enseignement public. Je crois que je suis le pur produit de l'État et il faut que je fasse en sorte que l'État d'aujourd'hui donne aux enfants d'aujourd'hui et de demain ce que l'État des indépendances nous a donné. Sauf que les contextes sont différents. Peu importe.
Si vous me dites que la richesse de ce pays s'accroît, alors notre capacité à prendre en charge les problèmes de nos enfants doit être améliorée. La population s'est accrue. C'est pour ça que la richesse nationale s'accroît. Donc si la population s'accroît et qu'elle travaille et qu'elle produit, elle doit savoir redistribuer. Ce n'est pas l'argent qui fait défaut, c'est la capacité à bien redistribuer qui fait défaut. La première république, celle d'Ahidjo, avait intégré la nécessité de redistribuer le peu d'argent qu'il y avait. Je vous rappelle que lorsque nous avons 40 000 étudiants à l'université de Yaoundé et qu'à peu près 22 000 sont boursiers, l'État du Cameroun a 400 milliards de budget. Aujourd'hui, l'État du Cameroun a presque 5 000 milliards de francs de budget et ne peut pas donner 25 000 francs à chacun de ses enfants, à peu près pour 100 000 personnes. C'est l'un des sujets que nous aborderons à la deuxième partie. Elie Biloba aussi également, entre autres, un père de famille. Oui, bien sûr. Quand j'arrive au Sénégal, parce que l'année 87, je viens de rencontrer. J'étais un leader très en vue, donc tout le temps, j'étais un peu à côté. Vous aimez bien les regarder aussi? Non, les filles me regardaient plus, je suis timide. Je suis timide, donc c'est les filles qui me regardaient. Comme j'étais musicien, donc pour un homme de plateau, ça contraste un peu. Voilà, donc oui, ben parce que j'ai plusieurs vies. Je suis comme un démiurge. Disons que je me noue d'amitié avec ces deux filles-là. Et c'est mon emprisonnement qui nous sépare. C'est mon emprisonnement. Et dès que je sors, je m'en vais à l'étranger. J'ai eu la décence de lui de faire une carte postale. Et elle a quelques difficultés. Puisque j'avais assez d'argent à ma disposition, je décide donc de l'aider à venir continuer ses études au Sénégal. Les parents étaient d'accord. Donc j'ai envoyé de l'argent ici. Elle s'est organisée et elle est venue au Sénégal. Je l'ai accueillie et nous ne nous sommes plus jamais séparés. Et elle m'a donné 3 enfants, 2 garçons, une fille. Et il y a tout récemment, j'ai publié les deux derniers. Le garçon qui s'appelle Mundi Bébé, du nom de mes 2 grands amis d'enfance. Mundi et Bébé, c'est 2 personnes différentes, oui, qui sont des compagnons de tous les temps. Je leur ai donné. Et cet enfant-là vient de passer son probatoire. Il est au lycée. Et sa sœur, qui est la dernière, elle fait les études en anglais. Elle est donc dans le sous-système au lycée. Les 2 ont écrit aux parents du nord-ouest et du sud-ouest pour leur demander leur frère à l'école. Nous allons revenir aussi dans ce sujet en deuxième partie. Mais Elie Biloba aussi, entre autres plusieurs casquettes, c'est un homme d'affaires. Comment vous faites-vous pour arriver à... Bien sûr, quand je finis mes... Quand je décide d'arrêter mes études, quand je suis dans une prise de physique appliquée, il y avait le certificat de physique générale qu'il fallait. C'est-à-dire que la maîtrise avait 2 certificats. Le certificat de physique appliquée, l'électronique, la mécanique des fluides. Il y avait le 2e certificat pour les mathématiques. Comment ça va très mal. Mais je sais que je ne pourrais pas. Je sais que... Donc, parce que vous étiez déjà activiste à ce moment-là. Oui, puisque même au Sénégal, vous n'êtes pas resté les mêmes moments. Non, pas du tout. J'étais d'ailleurs le seul étudiant dans le mouvement sénégalais. Au conseil de la faculté des sciences. Donc c'est nous qui traitions problèmes de grève, etc. En 1996, si je ne me trompe, mars, avril, mai, et les professeurs commencent à se radicaliser. Il est mené à ce moment-là par un certain
fait marquage. Un bout d'homme, il s'appelait Moudou Diane Fada, qui était militant du parti d'Abdoulaye Wade. C'est eux qui contrôlaient le mouvement étudiant. Alors, Moudou Diane Fada est en train de dire, et moi je dois sauver les étudiants camerounais parce qu'il y a des gens qui sont broussiers, etc. Et nous qui venons de loin, auprès de nos donc, et la grève pour qu'on puisse. L'offre des enseignants, c'était vous avez le mouvement, vous reprenez les cours et on compose en septembre session unique où c'est l'année blanche. Et Moudou Diane Fada voulait aller à l'année blanche. Donc, que j'ai l'essentiel du mouvement vers la décision de prendre les cours. C'est que composé en septembre une session unique. J'ai passé ma licence de physique sans 2 sessions. Voilà. Et j'étais en licence de physique avec un seul Camerounais. Donc, Charles, qui est professeur au collège. C'est toujours bon quand vous faites des études de savoir le de vos compagnons. Super. Parce que si on doute que j'ai été là-bas, je peux envoyer dire que allez voir M. Ndop Charles qui est à Dominique Savio. Vous verrez que nous avons eu la licence la même année. Mais j'étais dans une faculté riche en camerounais. Il y avait M. Parfait Awono qui travaille aujourd'hui dans la CEMAC pour le département en santé de la CEMAC, etc. Il y avait Jean-Michel Ndinkoué qui est un enseignant de Douala ici. Et il y avait d'autres. Et j'étais leader dans Camerounais en Gambie, Sénégal jusqu'au Mali. Et j'ai succédé à ce poste à M. Ali Bouda qui est dans la ville encore, qui est chirurgien dentiste qui travaille à l'hôpital général. Donc les choses sont relativement assez simples à comprendre. Et quand je décide d'arrêter mes études, je prends la route pour revenir au Cameroun. Mais je ne prends pas l'avion. Oui, non, elle est partie une année avant moi parce qu'elle a terminé ses études. Elle a eu son bac à l'École nationale de formation hôtelière et touristique du Sénégal, qui a d'ailleurs formé beaucoup de Camerounais. Oui. Et après ça, elle est revenue ici. Elle a trouvé du travail au Hilton Hotel à Yaoundé. Pendant que moi, j'étais encore resté une année, j'ai pris la route et j'ai visité le Mali, j'ai visité le Ghana. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire et je faisais ce périple-là pour voir un peu les petits métiers. Comment est-ce que c'est organisé là-bas. Et à partir de la Côte d'Ivoire, j'ai pris un avion pour revenir à Douala. Et voilà, je suis arrivé et quelques mois après, j'ai décidé de me lancer dans mes propres affaires. Comme je suis, en plus des études de physique, j'ai fait des études à titre autodidacte de maintenance industrielle auprès du Centre national d'enseignement à distance de Vanves, en France. Je décide donc de créer une petite entreprise de maintenance industrielle. Je commence à gagner des marchés un peu au port et dans des entreprises qui ont souvent affrété des bateaux qui arrivent ici. Et c'est très difficile parce qu'on paye très difficilement les factures. D'ailleurs, ma première facture, ou je crois la deuxième ou la troisième, qui était d'un budget de 3,6 millions, on a mis 2 ans pour me la payer. Donc quand j'ai vécu ce calvaire, j'ai décidé d'abandonner les marchés publics pour m'installer en clientèle privée. Je décide donc de créer une unité de blanchisserie qui a vu le jour d'abord dans l'informel de 98 jusqu'à 2004, 2005 autant pour moi. Et à partir de 2005, je l'ai formalisé, j'ai commencé à payer les impôts, j'ai fait une carte de contribuable et tout. Et cette unité existe jusqu'aujourd'hui. C'est d'elle que je vis au quotidien. Ok. Maintenant, je fais d'autres travaux, je fais des conférences où on me paye, je fais des entretiens pour des équipements très très spéciaux. Parce que après, quand je reviens à Douala, on me prend en stage à l'hôpital général pour la maintenance des équipements hospitaliers. Et je sors de là, on m'affecte, la coopération française m'affecte à l'hôpital La Quintini de Douala
pour remplacer le technicien qui était là-bas, qu'on envoyait en formation à Strasbourg. Et comme les conditions de travail n'étaient pas bien, le délégué tournait, était alors à ce moment le directeur général de la Chrétienté. Eh ben, je suis parti de là sans lui dire au revoir. Ok, il est parti sans dire au revoir. Nous allons prendre une transition. Mais avant, on va prendre un petit reportage sur un sujet de société qui vous intéresse sur le Mandaya. Suivons plutôt. Il de croire où l'on se trouve, en ce lieu où un tas d'immondices fait corps avec une unité hospitalière en pleine ville de Douala. Nous sommes à l'hôpital de district de Nilon, dans le 3e arrondissement. Malgré la fréquence de nettoyage de ces déchets, la situation est quasi identique pour cette population qui ne sait plus à quel sein se vouer. En dépit de l'existence de bacs à ordures installés ça et là, les citoyens restent à l'état de nature, ayant érigé l'exception en règle et la règle en exception. Un lieu assaini où l'on est censé recouvrer la santé risquerait en être mouroir vu l'état actuel des routes qui y mènent notamment. Voici Elibi Lobet. Nous entrons de plein fouet dans un sujet qui nous concerne le plus. La ville de Douala est installée, notamment l'arrondissement de Douala 5e. On voit près des centres hospitaliers, voire même près des marchés, où l'insalubrité fait corps avec la population. Jeudi dernier, le conseil municipal s'est tenu. Qu'est-ce qui s'est réellement dit à ce conseil municipal? Écoutez, au niveau du conseil municipal, où je suis conseiller bientôt 10 ans, l'année prochaine me fera 10 ans, depuis 2013, où j'ai été réélu pour la 2e fois, dans des conditions un peu chaotiques, parce que je reste certain que si j'avais conduit la liste du SIF, on aurait gagné ces élections-là. Malheureusement, on a fait conduire la liste par un aventurier et ça nous a amené plutôt à regresser. Parce que la première fois que nous sommes entrés au conseil en 2007, on avait gagné 14 sièges. Et en revenant en 2013, sous un mauvais guide, nous avons gagné 8 conseillers. J'ai été désigné président de la commission santé, environnement et développement durable, ce que je suis. Donc les questions d'environnement, de santé sont traitées au sein de la commission, de ma commission, celle que je préside. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement? Alors, il faut distinguer deux choses. C'est bien que tout le monde pense que les communes résolvent tous les problèmes de la ville. Mais la ville de Douala a un régime particulier. Ça a un régime particulier. La ville de Douala n'est pas une commune. La ville de Douala est divisée en 6 communes d'arrondissement qui ne sont pas des communes comme la commune de Mbaga ou comme la commune de Loum ou comme la commune de Nguélémendouka. Parce que dans la nomenclature des communes, conformément à la loi d'orientation de la décentralisation, qui indique que les collectivités territoriales décentralisées sont les régions et les communes. Cette commune dont on parle là, dans la loi d'orientation de la décentralisation, c'est la commune de Meyomé Sala, c'est la commune de Kumbu, c'est la commune de Loum, de Mbaga. Donc vous avez les mêmes lignes. Mais que vous voulez nous dire en fait. Dans les villes où le président de la République estime qu'il y a une complexité, la loi lui donne l'autorisation de découper la ville en plusieurs communes qui sont aussi considérées comme des communes, des collectivités territoriales décentralisées, mais qui ont un régime particulier, qui est que elles sont sous l'autorité d'un délégué du gouvernement et d'une institution qu'on appelle le Conseil de la communauté urbaine. C'est donc le délégué du gouvernement et le Conseil de la communauté urbaine qui
administre la ville de Douala, comme la ville de Yaoundé, comme la ville de Deya, comme la ville de Bamenda, comme la ville de Koumba, comme la ville de Garoua, comme la ville de Maroua. Donc en clair, si comme la ville de Gaoundéré. Si elle est sale, c'est la communauté urbaine. Ça veut dire que la loi est très claire. Les gens ne le savent pas. La loi dit, la loi fixant les règles applicables aux communes. Elle dit dans son article, je crois que c'est l'article 124, que la création d'une communauté urbaine emporte le transfert des prérogatives et des ressources. C'est bien écrit. Transfert des prérogatives et des ressources des communes d'arrondissement. Ça veut dire que le législateur, qui dans le cas d'espèce est le président de la République, parce qu'en l'état actuel des choses dans notre pays, c'est le président de la République seul qui a l'initiative des lois. Toutes les lois que les députés ont essayé d'initier, aucune n'a jamais prospéré. Toutes les lois que nous avons au Cameroun sont le fait du président de la République. En l'état actuel des choses, le président de la République a voulu que la réalité soit, dans des villes comme Douala, que le vrai maire, c'est le délégué du gouvernement. Mais cette situation fait en sorte que l'entretien de la ville incombe à la communauté urbaine. C'est elle qui paye les factures à Isaka. Aucune commune d'arrondissement ne paye des factures à Isaka. Aucune commune d'arrondissement n'a une décharge. Mais quel est donc le rôle, permettez-moi, quel est donc le rôle véritable du contrepoids que joue l'opposition dans ce rôle, dans cette atmosphère? Parce que tout à côté, vous êtes quand même les garants de la justice, entre guillemets. Bon, s'il y a un torse, c'est quand même à vous à montrer au criminel. Non, ne parlons pas d'entorse. On ne parle pas d'entorse. La ville est sale. On parle de l'état actuel des choses au regard des mentalités, au regard de l'environnement politique qui est le nôtre. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a un petit calcul malsain. En 90, la première fois que les communes vont aller, les gens vont aller aux élections municipales pluralistes, c'est en 97. Bien. L'idée que le président de la République a, c'est que son parti risque d'être mis en difficulté et les communes risquent d'être toutes entre les mains des partis de l'opposition. Et il estime donc que si ça se produit, il va être en difficulté. Les villes, ces grandes villes qui sont les pourvoyeuses en ressources à l'État risquent d'être contrôlées par des gens que lui ne contrôle pas. Il crée donc l'idée d'avoir des communautés urbaines à la tête desquelles il ne met pas un élu, il met quelqu'un qui lui est redevable. Bien. À l'analyse, plusieurs années plus tard, on peut comprendre qu'il ait fait ça. Parce que quand on voit comment les communes gérées par l'opposition dans l'ensemble du pays se sont comportées, notamment les premiers moments, on peut comprendre que c'était une précaution. C'était une forme de précaution. Mais il n'y a pas de raison légitime que ce système perdure. C'est pour ça que la revendication de l'opposition est saine. Elle est justifiée, elle est légitime. De faire en sorte que le conseil de la communauté urbaine, dans lequel siègent des élus, parce que tous les membres du conseil de la communauté urbaine viennent des communes d'arrondissement. C'est donc des conseillers municipaux élus d'abord dans leur commune d'origine. Et on les choisit pour aller représenter la commune au conseil de la communauté urbaine. La loi prévoit 5 par commune, qui sont donc dans le cas de Douala 30. Plus les maires qui sont 6, ça fait 36 personnes. Voilà les membres. Ils sont tous des élus. La seule personne qui n'est pas élue là-dedans, c'est le délégué de gouvernement. Et j'ajouterai le délégué adjoint. Quel est donc véritablement le rôle de la commune d'arrondissement? Alors, la commune d'arrondissement est comme un petit démembrement de la communauté urbaine. Elle aide la communauté urbaine à accomplir quelques petites tâches locales. Peindre l'école du coin, arranger le petit stade de football du coin, construire son propre petit marché, construire ses écoles primaires, ses écoles maternelles,
par exemple, Monsieur Doo Priso est l'un des rares maires de la ville de Douala qui a construit 5 écoles maternelles quand il a été maire de la commune d'arrondissement de Douala premier. C'est très important de rappeler ça dans l'histoire, pour montrer que les maires peuvent construire des écoles. Le maire de Douala 5 actuel a été encouragé, d'ailleurs pas moi-même qui l'ai encouragé à le faire, et il se débrouille tant bien que mal. Il a créé beaucoup d'écoles maternelles, d'écoles primaires. Nous avons par exemple l'école primaire de Logmalep, ici à Makepe, Misoke, dans le marécage là. Le maire a lancé le chantier de construction d'une école primaire là-bas. Vous avez dans les quartiers PK, Bengue City, un peu partout, PK 14 et partout là en haut là, des écoles primaires, des écoles maternelles et des écoles primaires que le maire a lancées et d'autres dans lesquelles il a apporté un appui. C'est déjà quelque chose parce que depuis que la commune d'arrondissement de Douala 5e existe, on n'a pas construit une seule salle de classe. Il a fallu que M. Ebanda arrive à la tête de la commune pour savoir et se rappeler que c'est son terroir et qu'il a l'obligation de bâtir son terroir. Il semble qu'avant ça, les gens n'ont pas eu beaucoup pour souci de bâtir les terroirs des autres. Ils ont fait des communes des espèces de sinécures, c'est-à-dire des endroits où on vient, on profite, on passe et on s'en va. Vous avez quand même été, ça fait plus de 10 ans que vous êtes conseiller municipal, vous avez quand même contribué d'une certaine manière à ce que l'état des choses reste là. Alors pendant de nombreuses années, j'ai lutté. Dieu seul sait que j'ai lutté pour que les orientations de la commune aillent à l'essentiel. Mais vous savez, le conseiller municipal dit des choses. Celui qui est chargé d'exécuter, c'est le maire. Et lorsque vous êtes dans un environnement d'électeurs comme celui des années 2007 jusqu'à 2013, vous êtes dans des situations où, premièrement, la solidarité, qui est une mauvaise chose en politique, amène les gens d'un parti à soutenir leurs élus, vaille que vaille, coûte que coûte, même s'ils sont dans des bêtises. La preuve, vous n'avez jamais vu à l'Assemblée nationale comment on appelle ça, une commission d'enquête parlementaire pour aller enquêter sur les agissements des membres du gouvernement, au nom de la solidarité que le groupe parlementaire du RDPC effectue au profit de ces membres du gouvernement. C'est le même comportement qu'on retrouve dans les conseils. Les plaintes d'une certaine manière ne sont pas encore arrivées à ce niveau. Les plaintes. Est-ce que vous avez initié par exemple une plainte? Vous parlez de plainte? Mais allez voir l'histoire de l'Assemblée nationale. Vous personnellement? Vous verrez que, oui, même au conseil municipal de Douala 5, j'ai demandé par exemple des commissions d'enquête, parce que même dans les conseils municipaux, les conseillers peuvent initier une commission d'enquête pour contrôler les comptes par exemple du maire. Ça ne peut pas avoir lieu parce qu'à l'époque, les gens pensaient que ce qui était bien à faire, c'était d'être solidaire à Mme Foning dans tout ce qu'elle faisait. Donc nous avons passé un premier mandat de 7 ans, de 2007 à 2013, dans le gaspillage total des ressources de la commune. D'ailleurs, quand Mme Foning fait l'un de ses derniers conseils municipaux avant son accident tragique, c'était en 2014, comme si c'était par prémonition, elle fait un acte essentiel, qui est qu'elle dresse l'état des biens meubles et immeubles de la commune. C'est un document que j'ai toujours réclamé depuis que je suis dans le conseil. Parce que la loi prévoit que le maire, à l'occasion de chaque conseil municipal, surtout le conseil budgétaire, doit accompagner son projet de budget par un certain nombre de documents. L'état des personnes qu'on emploie, pour que les conseillers sachent combien de personnes la commune emploie, les salaires, l'état des biens, les titres fonciers, les immeubles, si jamais la commune en a. Alors en 2014, lors du conseil budgétaire, le maire fait cet état-là. Et cet état indique que la commune d'arrondissement de Douala 5 n'est propriétaire d'aucun bien. Pas de véhicule, même pas un vélo, pas d'immeuble,
pas de biens fonciers, même pas de titre foncier. Mais il y avait quand même il y avait quand même beaucoup de réalisations qui étaient faites à ce moment, à travers, il y avait les projets de route, par exemple, les routes, les servitudes et bien d'autres, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Alors non, je vous arrête tout de suite, pour vous dire qu'il n'y avait aucun projet. Le seul projet qui était en cours d'exécution, c'était la construction de l'hôtel de ville. C'était le seul projet qu'on avait. Ok, merci. Elie Bilobert, actuellement... Donc je termine, s'il vous plaît, par rapport à la saluté, etc., pour dire qu'il y a donc deux choses. Oui. Il y a la communauté urbaine qui est en charge de l'enlèvement des ordures dans toute la ville. Ceux qui ne dispensent pas les maires d'organiser leur précollecte. On peut imaginer par exemple que chaque maire dans son arrondissement s'organise pour enlever les ordures dans des petits coins du quartier où peut-être les voitures d'Isakam n'entreront pas, pour aller déposer dans un grand dépôt où Isakam viendra. On peut penser à ça. Mais autre chose, c'est le délabrement de l'état d'esprit. Nous sommes entrés dans une société où les gens pensent qu'ils sont libres d'agir et à l'État de venir œuvrer pour compenser ou redresser les torts. Chacun pense qu'il peut jeter ses ordures où il veut. L'État n'a qu'à se débrouiller à enlever. Ce comportement crée une situation inédite, qui est que la dispersion des ordures ménagères prend des proportions qui sont irrésolvables, irréversibles. Les ordures ménagères sont versées là où Isakam n'a pas les moyens de venir les collecter. Ne serait-ce que parce que ces engins de collecte, c'est des gros camions, etc., ne peuvent pas toujours entrer partout. Toutes les routes ne sont pas organisées. Ça rentre aussi, ou bien ça nous renvoie à quelque chose d'autre. Les lotissements sont créés aujourd'hui dans notre pays et dans notre région du littoral en particulier et dans le Bouré singulièrement par des opérateurs privés qui s'avèrent être des hommes qui ne respectent pas la législation en vigueur. On vous crée des lotissements à Lopom, à Logbessou, partout. On ne crée pas les routes normales. On n'amène pas normalement l'eau. On n'amène pas normalement l'électricité conformément à la loi sur l'urbanisme. Et on corrompt partout. Et on vous crée donc des lotissements où les gens vont venir acheter des terrains sans avoir de servitude. Moralité, lorsque les gens s'installent, commencent à produire les ordures ménagères, Isakam n'a pas les moyens d'accès. Mais ça aussi, c'est avec la complicité des agents de la mairie et qu'après avoir mis les croix de Saint-André, à poser des croix de Saint-André sur des maisons, ne font pas le suivi. On voit toujours cette construction qui continue toujours à... Non, ce n'est pas une complicité, c'est la loi qui dit ça. C'est ça que les gens ne savent pas. Ces maisons ne sont pas détruites. Après. La loi interdit aux maires. Suivez-moi très bien. La loi sur l'urbanisme, la loi sur la fiscalité locale interdisent aux maires de détruire tout immeuble qui n'a pas de permis de bâtir. Vous pouvez comprendre ça? Merci. Monsieur voilà. Donc quand quelqu'un construit un immeuble, la loi lui dit qu'il ne doit pas construire sans avoir le permis de bâtir. Et la même loi dit que le maire ne peut pas le détruire, même s'il n'a pas de permis de bâtir. Ok. Ce sont les contradictions qui sont inhérentes à la mauvaise gouvernance. C'est pour ça que vous voyez que quand vous n'avez pas de permis de bâtir, les agents municipaux viennent mettre une croix pour vous défendre de continuer les travaux. Mais si vous les continuez, ils ne peuvent rien faire. Okay. Ce n'est donc pas une complicité, ce n'est pas le fruit de la corruption comme les gens pensent, c'est le résultat de deux textes antagonistes. Ok. Merci. Elie Bilobert, depuis quelques mois, vous n'êtes plus militant du SDF. On ne saurait ne pas vous poser la question, celle de savoir que s'est-il vraiment passé. Aujourd'hui, Elie Bilobert va militer dans quel parti? Va-t-il créer le sien? Parce que cette question revient dans tous les esprits. Va-t-il créer son parti politique? Ou dans les prochains jours, va-t-il s'allier à un mouvement politique? Un individu entre dans un parti politique pour lui apporter son concours dans l'accomplissement de son destin, de sa mission. Le destin d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. La mission d'un parti politique, c'est d'arriver au pouvoir.
Donc quand vous militez dans un parti politique, c'est pour l'amener à arriver au pouvoir. Mais pour qu'un parti politique prétende arriver au pouvoir, il faut qu'il ait un comportement, une organisation, un fonctionnement propre à l'amener vers le pouvoir. Si un parti politique, à un moment donné de son histoire, commence à fonctionner d'une manière qui ne peut plus l'amener vers le pouvoir, il n'y a plus de raison qu'un homme comme moi j'y sois. Et qu'envisagez-vous pour la suite? Donc, j'ai pris acte qu'en dépit de certaines décisions graves qui ont marqué d'ailleurs l'histoire du pays, à l'intérieur du SDF, qui n'étaient pas des décisions concertées, qui n'avaient pas été étudiées par les organes compétents, qui étaient des décisions inspirées par un groupuscule de personnes autour du président national. Par exemple, en 2011, la décision de demander aux gens de ne pas s'inscrire sur les listes électorales. Ce qui supposait que nous n'allions pas aller, nous n'allions pas aux élections. Vous ne pouvez pas dire aux gens, ne vous inscrivez pas si vous allez aux élections. Donc quand on a dit aux gens, n'allez pas vous inscrire, nous, des militants comme moi, j'ai compris ça comme étant l'annonce d'une décision qui voudrait que le SDF n'aille pas aux élections. Il faut encourager ceux qui aujourd'hui sont montés au créneau pour inciter les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ne posez pas plusieurs questions à la fois. Quand le même SDF, à 10 jours de la clôture des inscriptions, décide maintenant d'appeler les gens à aller s'inscrire, j'ai compris que le parti n'avait pas un comportement cohérent. Mais comme je n'avais pas une position de nature à influencer les choses, j'étais un militant de base, je devais suivre. À défaut, je pars. J'ai donc laissé faire. Plus tard, il y a eu d'autres comportements. La décision de recevoir les amabilités du RDPC à l'occasion des élections sénatoriales. Alors que tout indiquait que nous ne pouvons pas gagner les élections sénatoriales. Parce que le RDPC était majoritaire dans toutes les localités. Alors que nous étions en train de mener un combat légitime qui voulait qu'on organise d'abord les élections municipales en 2013, avant d'organiser les élections sénatoriales, afin que le nouveau Sénat qui va naître jouisse de la légitimité que peuvent lui conférer les nouveaux élus municipaux, puisque ce sont les conseillers municipaux qui élisent les sénateurs. Le gouvernement, le président de la République a choisi de faire l'inverse. Et le SDF a accepté ça. Quand le président de la République décide qu'on organise d'abord les élections sénatoriales, pour que les vieux conseillers municipaux en fin de mandat élisent les sénateurs, le SDF, s'il était cohérent envers lui-même, aurait dû refuser de participer à cette élection sénatoriale. Or, il décide d'y aller. Dans des positions ou dans une situation où, dans le littoral, on avait 135 conseillers municipaux, le RDPC en avait 900. À l'ouest, on avait 100 quelque chose de conseillers municipaux, quand le RDPC en avait 700 et poussières. Le deuxième parti à l'ouest, ce n'était pas le SDF, c'était l'UDC, qui avait à peu près un peu plus de 200, 300 conseillers municipaux. Donc, lorsque le RDPC décide à l'ouest de ne pas être candidat avec une espèce de manipulation où on a fait croire que les listes avaient été, les dossiers avaient été mal ficelés. Il n'y a pas les preuves d'ailleurs. Non, non. Vous n'osez pas croire que vous n'osez pas croire qu'un candidat du RDPC va aller se faire établir un extrait de casier judiciaire chez le sous-préfet. Bon, vous n'osez pas croire que le sous-préfet est incapable de dire à ce militant-là, ce candidat, qu'on n'établit pas les casiers judiciaires à la sous-préfecture, mais au tribunal. Donc, si vous retrouvez dans les dossiers de candidature des pièces conçues de cette manière, c'est tout simplement un habillage, parce que dans la chaîne de production de la pièce devraient intervenir des redressements qu'on a refusé de faire intervenir, à l'effet de disqualifier la liste du RDPC. Ok, la liste du RDPC des sénatoriales à l'ouest est donc disqualifiée. Il reste deux listes, celle du SDF
et celle de l'UDC. L'UDC a 400 conseillers municipaux. C'est normalement l'UDC qui devait gagner. Mais malheureusement, l'UDC embarqué aussi dans des manipulations qu'on ne comprend pas très bien, qui finalement montrent que nous ne sommes pas toujours très sages. Parce que l'UDC, sur les 7 sénateurs qui doivent être élus, avait présenté tous les 7 issus de nous. Donc aucun issu de l'Ouest Bamileke. C'est-à-dire aucun n'est issu du Ndé, aucun n'est issu de la Mifi, aucun n'est issu du Kouki, aucun n'est issu du Bamboutos, aucun n'est issu de la Ménois. Un manque de sagesse. Ce qui était inacceptable, aussi bien par le gouvernement que par nous-mêmes, les hommes politiques. Alors, le RDPC choisit de soutenir le SDF. Bon, les choses, la suite, vous la connaissez, le SDF gagne. Maintenant que le SDF a gagné, il a aussi pris sur lui une tâche, une sale tâche, indélébile, qui ne parviendra jamais à enlever. C'est ça qui a amplifié l'idée que le SDF et le RDPC collaborent. Qu'est-ce que moi je fais dans un parti qui collabore avec le RDPC, contre lequel je lutte depuis l'âge de 12 ans? Moi, je fais quoi dans une affaire comme ça? À 12 ans, il y avait le RDPC. Mais le RDPC, son ancêtre, c'est l'UNC. C'est un changement de nom. Donc, je démissionne parce que le SDF n'est pas exemplaire. Le SDF, après 2013, je décide de mener un combat pour que l'article 60 de la loi fixant les règles applicables aux communes soit appliqué dans son esprit, dans sa lettre. Ça voulait dire que si vous n'avez pas la majorité absolue dans une localité, vous devez partager les postes de maire adjoint. C'est ce que dit la loi. Et personne n'appliquait ça. Ni le SDF n'appliquait ça avant, ni le RDPC, ni l'UNDP, ni l'UDC. Les partis qui ont eu à occuper des postes de maire dans l'ensemble du territoire. Quand je décide de lancer cette bataille, je rassemble les conseillers municipaux de la ville de Douala. Nous saisissons le ministre de l'administration territoriale. Vous savez quels sont ceux qui ont été mes premiers adversaires? Non. C'est M. Ossi et M. Nitu, qui m'ont traduit pratiquement dans une espèce de conseil de discipline. Vos camarades d'antan. Mais mes camarades. Et là, je suis déjà membre du comité exécutif national. C'est parce que vous dérangez. Je dérangeais qui lorsque je lutte pour les biens du SDF. La preuve, c'est que quand la lettre est arrivée au ministre par mes propres réseaux, le ministre a vu que nous avions raison. Il a instruit les préfets de procéder au partage des postes d'adjoint au maire. Vous savez qui a été le premier à jouir de ces retombées? Vos camarades. C'est le SDF qui a eu des postes d'adjoint au maire. Vous avez appris quelque part que l'UNDP a eu un poste d'adjoint au maire. C'est le SDF. Et dans le cas de ma commune, à Douala 5, Mme Foning a lutté pour s'opposer à l'application de cette loi. Et quand Mme Foning décède, je décide de manœuvrer pour qu'à l'occasion de son remplacement, on redresse les torts et qu'on donne au SDF ses droits. Okay. Quand on a décidé enfin de donner au SDF ses droits, parce que j'ai mené 2 combats. Le premier, c'était pour que le remplacement du maire soit fait par le premier adjoint. C'est pour ça que les gens pensent que j'ai mené un combat pour que mon frère Ibanda. Mais avant cette affaire, je ne connaissais même pas Ibanda. Je connais Ibanda depuis l'école primaire. Mais politiquement, je n'étais pas proche de lui. Où est-ce que Limbi Lobé va déposer ses valises prochainement? On prend un voleur de caution. Maintenant que nous avons gagné le poste d'adjoint au maire, on prend parmi les 8 conseillers du SDF celui qui a volé les cautions des élus, des candidats aux élections municipales. On vient l'investir pour qu'il soit le maire adjoint. Mais jamais vous n'avez montré les preuves. Moi, j'étais pas candidat. Parce qu'à mon âge, on ne devient plus maire adjoint. Mais il ne manquait pas, parmi les 7 qui restent, il ne manquait pas de candidats irréprochables. D'où vient-il qu'un parti qui veut gouverner, qui critique, ne soit pas exemplaire, ne s'impose pas à lui-même la rigueur morale qu'il demande au parti d'en face?
Un parti raisonnable prend un voleur pour le proposer à un poste de maire adjoint. Un voleur que le parti lui-même était en train de poursuivre au tribunal. Et vous avez dit tout à l'heure que je n'avais pas de preuve. Nous faisons J'ai la plainte. Ce n'est pas une dénonciation comme un procès. Non, je ne suis pas... Monsieur Elimbi Lobé, je ne suis pas à la dénonciation. Où est-ce que vous allez expliquer nous avons effectivement compris de ma démission. Nous l'avons bien compris. Quand j'ai vu tout ça, j'ai compris que j'étais au service d'une cause qui n'est plus juste. Et demain? Je décide donc de démissionner. Quand je démissionne, je décide aussi de m'asseoir sur ma table de travail pour étudier les raisons qui font que les partis d'opposition échouent à toutes les élections qui sont déjà organisées au Cameroun. Il y a 13 élections qui ont été organisées. Et l'opposition a échoué à toutes les 13. Quand j'ai fait cette étude que je vous présente ici, la voici, je l'ai intitulée « L'opposition camerounaise, réalité des échecs à répétition. Quelle perspective pour 2018 ?» Étude des caractéristiques intrinsèques des partis politiques de l'opposition. Plaidoyer objectif pour une unité d'action en 2018. Vous savez ce que cette étude m'a montré? Elle m'a montré que premièrement, pour les élections législatives de 2013, mon parti, mon ex-parti, le SDF, était absent dans 5 régions sur 10. Il y a 5 régions au Cameroun. Dans la région du centre, le sud, l'est, l'extrême nord et la Damawa, le SDF n'a pas eu un seul candidat aux élections législatives. Ces 5 régions représentent 89 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Comment le SDF peut-il prétendre gagner, battre le RDPC et prendre le pouvoir législatif, qui est l'un des 3 pouvoirs à contrôler? Il ne peut pas. Ce n'est pas une affaire de on a fraudé, on a fait si le code électoral. Non, c'est une question d'absence. Quand j'ai fait cette étude, j'ai constaté que le SDF, qui est le plus fort, n'a présenté que 65 candidats aux élections législatives sur 180. 65. Il restait donc 115 sièges de députés sur lesquels le SDF n'a mis aucun candidat. Il va battre le RDPC comment? Et quand je prends le SDF, je descends, je prends l'UDC, l'UPC, la situation devient plus grave. Parce que le plus fort, le SDF a abandonné 115 sièges. Quand je vais à l'UPC, c'est 100, c'est 200 quelque chose, c'est 160 quelque chose. Je vais à l'UDC, c'est 170, etc., etc. Quand j'arrive au parti comme le MRC, je me retrouve avec un parti qui a abandonné à peu près 175 ou 100, ou je ne sais pas combien de sièges. Donc nous ne pouvons pas gagner. Nous sommes faibles. Je te fais une dernière révélation. Cette étude nous a montré que sur les 360 communes du Cameroun, les 32 partis de l'opposition, toute opposition confondue, avec les UNDP dedans, l'opposition pro-gouvernementale, l'opposition radicale, contre le RDPC, nous étions 32 partis contre le RDPC. Les 32 partis-là étaient absents dans 115 communes. Ils n'avaient aucun candidat là-dedans. Nous allons battre le RDPC comment? Ok. J'ai donc décidé que je ne dois plus déposer mes valises dans un parti parce qu'un parti, tous les partis là sont faibles. Ok. Ce que je dois faire, c'est de les aider à travailler ensemble, à s'unir pour conjuguer leurs efforts. De telle sorte que comme chacun n'a pas suffisamment des hommes pour se présenter déjà à tous les postes, ensemble donc on peut se répartir les rôles, accroître notre disponibilité en ressources humaines et parvenir à couvrir plus de communes, plus de circonscriptions électorales qu'aucun des partis politiques de l'opposition ne peut faire. C'est ce travail que je fais en ce moment, appelé à la réalisation d'une unité de l'opposition. C'est la nouvelle chapelle à laquelle je vais appartenir. S'il n'y a pas d'union, je prendrai mon sac pour aller m'occuper de ma blanchisserie. Merci. S'il y a union, et il y aura union, vous allez poursuivre le combat. Eh bien, je serai dans une liste d'union. Et dans la liste d'union, j'aurai une investiture
Et nous allons aller à l'élection. Mais cette fois-ci, non plus seulement contre le RDPC. Nous irons aussi aux élections contre tous ceux qui ne sont pas dans l'Union. Ils doivent donc savoir qu'il n'y aura pas 3 camps. Il n'y aura que 2 camps en 2018. Ou on est avec vous, on n'est pas avec vous. Ou bien vous êtes dans l'Union et vous réunissez les conditions pour être capable de battre le RDPC. Ou bien vous êtes au service du RDPC en ayant les habits de l'opposition. Ok, ça ne fait pas de vous merci monsieur Elimbi Loubet. Le temps nous tient à la gorge. La réalisation nous fait de gros signes que nous avons largement dépassé le temps. Malheureusement, cette émission arrive à son terme. Monsieur Elimbi Loubet, un mot de fin. Ce que je veux dire, c'est que l'année 2018 est une année spéciale. Je voudrais vous remercier et vous exhorter à continuer à consacrer la plus grande partie de votre énergie à faire en sorte que rien ne nous distrait. C'est la première fois dans l'histoire du Cameroun que les élections, toutes les élections structurantes se rencontrent. Après 2018, la prochaine année qui va ressembler à 2018, ce sera en 2032. Beaucoup d'entre nous ne seront plus vivants. Même vous-même, le jeune Luc Biga, vous serez déjà vieux. Ça fait en sorte que nous ne devons pas nous amuser, nous de l'opposition, l'année prochaine. Il n'y a pas de choix. Les partis politiques qui vont aux élections avec 2 listes de conseillers municipaux, 3 candidats à la députation, 10 candidats à la députation, quand le RDPC est dans 180 sièges, ne peuvent pas battre le RDPC aux élections. On ne veut pas leur faire la cour pour venir dans l'Union. Ce sont nos propres faiblesses qui imposent l'Union comme la seule voie par laquelle nous pouvons espérer vaincre. Ceux qui ne seront pas dans l'Union travaillent pour le RDPC. Merci, le ton a été donné. Peut-être nous a-t-il déjà dit sans le dire véritablement qu'il est peut-être candidat ou un autre parti politique s'annonce en liste. Qui sera le parti de l'Union. Il sera candidat d'un parti de l'Union. Vous l'avez bien compris, c'était Elimbi Loubet avec sa verve qu'on lui connaît. Merci à tous les spectateurs, à tous nos téléspectateurs, je veux dire, j'y arrive enfin. Merci également à la grande équipe qui nous a aidé à réaliser ce programme. On va citer Lionel Oum, Yadi Nyenge, Michel Sellet, Joseph Padorel, Mbok, notre stagiaire, Jaurès Duque, Aurel Teger, Audi Bertanzon, notre réalisateur, William Meli, Marwesso, notre DGG. À la prochaine et merci. Ensemble, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays. Parce que nous sommes l'un des rares peuples à avoir combattu armes à la main pour notre indépendance. Parce que nous aimons souvent dénigrer notre pays, nos hommes politiques, nos icônes, nous n'accordons cette prérogative à aucune autre entité que nous. Parce que notre armée a défendu le territoire national contre l'envahisseur. Parce que nous ne laisserons pas notre pays sombrer dans l'obscurantisme fanatique. Parce que nous sommes Camerounais et fiers de l'être, reconnus comme un peuple doté de patriotisme. Parce que nous avons pris l'engagement, comme nos ancêtres, de défendre notre pays. Parce qu'en préservant la paix et la stabilité, des réalisations ont été faites et beaucoup sont en cours. Construction des infrastructures, amélioration de l'éducation, les emplois créés. Nous ne laisserons pas notre pays sombrer dans le chaos et ainsi perdre ses acquis. Parce que notre unité est notre seule arme contre toute forme d'oppression. Souleye bangea longe Bolato mbasona mwende Mwenamu matangwa nemba Natena